Bonsoir, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. Boko Haram a encore frappé. Une cinquantaine de soldats nigériens ont été tués à Karanga au Niger. Alors où en est-on de l'offensive lancée contre la secte islamiste par les pays voisins? Nous en parlerons avec notre invité Hanan Ferjani, journaliste qui a suivi l'armée nigérienne. Le Burundi, toujours sous tension après l'annonce de la candidature de Pierre Nkurunziza à la présidentielle de juin prochain. Au moins 3 personnes ont été tuées lors d'affrontements ce week-end et l'armée a été déployée à Bujumbura. Et au Togo, la présidentielle a eu lieu. D'après les résultats partiels, Faure Gnassingbé serait en tête. L'opposition dénonce des fraudes et demande l'annulation pure et simple du scrutin. Boko Haram continue ses attaques, et ce, malgré l'offensive des pays voisins contre la secte islamiste. Ce week-end, elle a attaqué une position de l'armée du Niger. Une cinquantaine de soldats a été tués. L'attaque a eu lieu à Karanga, ville qui a depuis été reprise par les troupes nigériennes. C'est l'attaque la plus importante de Boko Haram dans le pays depuis un mois. Alors, quelle stratégie adopte l'armée nigérienne pour contrer Boko Haram ? Notre invitée, la journaliste Hanan Ferjani, revient du Niger où elle a pu suivre le travail de l'armée sur place. Écoutez. Comme vous le savez, les troupes nigéro-tchadiennes ont donc une force conjointe et se sont déployées le long de la frontière. Et ils ont récupéré une dizaine de villes et de villages tout le long de la frontière. Et au moment où j'y étais, du moins il y a 3 semaines, la situation semblait s'être apaisée, ou du moins un peu stabilisée, car ils ne subissaient que des actes isolés. Ils disaient que beaucoup de miliciens de Boko Haram étaient en débandade, désertés, fuyaient, et donc du coup il n'y avait que des attaques tampons. Et eux, ils essayaient de faire tampon justement pour qu'ils ne puissent plus avancer et protéger la frontière. Seulement, effectivement, c'est pas une mission facile, et la frontière est très poreuse. C'est une frontière qui est assez longue, plusieurs centaines de kilomètres, et les moyens de passage, enfin les différentes zones de passage de l'autre côté de la frontière sont importants et sont toujours accessibles par les miliciens. Au Burundi, les opposants au président Nkurunziza ne décolèrent pas. Les manifestations ont continué ce lundi pour protester contre un 3e mandat de celui qui a été désigné comme candidat à la présidentielle par son parti samedi. Le week-end dans le pays a été sanglant. Au moins 3 personnes ont été tuées dans des affrontements entre manifestants et policiers. L'armée a même été déployée dans la capitale. Le récit de Nicolas Germain. Malgré les violences de dimanche, malgré l'interdiction de manifester, de nombreux Burundais sont redescendus dans la rue lundi. Ils crient leur colère contre le président Pierre Nkurunziza qui veut briguer un 3e mandat. Je n'ai jamais vu ça ici au Burundi. On a eu la guerre, mais là, le président Nkurunziza veut créer le chaos. Il prend les gens pour des idiots. Nous disons non au 3e mandat. Tout le sang qui sera versé sera sa faute. C'est un coup d'État constitutionnel. Il bafoue les accords d'Arusha qui ont été signés après un conflit qui a fait 300 000 morts. Il faut que le président se ressaisisse pour changer cette situation. Dans de nombreux quartiers, c'est l'armée qui a été déployée. Les manifestants la considèrent plus neutre que la police. Lundi, les autorités ont fermé la principale radio indépendante du pays, la RPA, et arrêté le plus célèbre défenseur des droits de l'homme du Burundi, Pierre Claver Mbonimpa. Le porte-parole du président nous a affirmé qu'il jetait de l'huile sur le feu. Depuis hier, cette radio était en quelque sorte en train de coordonner les activités des manifestants en appelant à la violence. Alors, Pierre Claver Mbonimpa, il était en train de répondre aux questions des journalistes en direct, à appeler les gens à manifester. C'est dans ces circonstances qu'il a été arrêté aujourd'hui. Après l'investiture du chef de l'État, Washington a regretté, je cite, une importante occasion manquée pour la démocratie. Conséquence de ces tensions, plus de 15 000 Burundais, par peur des violences, ont déjà fui ici, au Rwanda voisin. Au Togo, la présidentielle, elle, a bien eu lieu ce samedi et les Togolais sont dans l'attente des résultats. D'après les premiers résultats partiels et après une faible mobilisation, Faure Gnassingbé devrait briguer un 3e mandat. La commission électorale continue les opérations de centralisation et de vérification du scrutin venant de toutes les régions du pays. Reportage sur place d'Emmanuel Sodji et de Ben Barnier. Avec cette chorale et cette parade militaire, on aurait presque oublié que la commission électorale n'est qu'à quelques pas d'ici au travail.
Pendant que de nombreux Togolais attendent impatiemment les résultats, des centaines de personnes commémorent la fête de l'indépendance. Aujourd'hui, vous avez vu, la foule n'est pas la foule des années passées. Parce que tout le monde est, c'est-à-dire, il y a une méfiance de sortie. Comme il y aura une foule ici, c'est-à-dire, à cause des résultats, les gens ne sont pas sortis nombreux. Donc, on est dans l'attente. Après un dimanche sous tension, les discussions des conducteurs de taxi-moto ne tournent qu'autour de cette présidentielle. Nous allons réclamer notre victoire. Nous allons réclamer notre victoire pacifiquement sur les rues. Donc nous voulons notre victoire. Dans ces quartiers populaires, plus que la politique, c'est la question du chômage qui préoccupe. On souffre. Il n'y a pas d'emploi. Donc on aimerait qu'on crée beaucoup d'emplois pour que tous les jeunes étudiants qui ont fini puissent gagner quelque chose. Pour la première fois, les candidats ont mis en avant l'emploi des jeunes, cette bombe sociale à retardement. Et dans l'attente des résultats, les esprits s'échauffent. Les représentants de l'opposition au sein de la commission électorale dénoncent le déroulement du scrutin. Ils accusent les partisans de Faure Gnassingbé de bourrage d'urnes et de vol de bulletins notamment. Le vice-président de cette commission électorale demande la vérification de ces résultats. On l'écoute. Nous confirmons ces fraudes massives-là, puisque aucun chiffre, depuis que nous compilons les résultats, aucun chiffre ne tombe. Et vraiment, c'est 1000 voix de surplus par ici, c'est 200 voix de surplus par ici. La CENI a des PV qui sont venus directement des bureaux de vote. La CENI a les moyens aujourd'hui de vérifier l'exactitude des procès-verbaux qui nous sont venus des commissions locales indépendantes. Et au Togo, l'opposition demande l'annulation pure et simple des résultats. Attente de résultats également au Bénin. C'était ce dimanche les élections législatives. Et c'est lors de son vote que le président Boni Yayi a affirmé, je cite, « Aujourd'hui, je ne suis pas candidat et je ne serai candidat à rien ». Fin de citation. Une façon de répondre aux rumeurs qui voulaient que le président béninois aurait pu vouloir briguer un nouveau mandat lui aussi lors de la présidentielle l'an prochain. Au Soudan, sans surprise, Omar El-Béchir a été réélu à la tête du pays pour 5 ans. Il a obtenu 94% des suffrages dès le premier tour. L'élection était boycottée par l'opposition. Omar El-Béchir préside le Soudan depuis 25 ans. L'opposition a qualifié ce résultat de blague. Au Mali, des milices pro-gouvernementales et notamment le Gatia ont mené une attaque contre des rebelles Touaregs à Ménaka. Les rebelles du MNLA se seraient réfugiés en brousse et attendraient des renforts pour lancer une contre-offensive. Les précisions à Bamako de notre correspondant François Riouet. C'est une colonne de véhicules d'une milice ou de plusieurs milices pro-gouvernement qui est arrivée tôt ce matin dans la ville de Ménaka, dans le nord du Mali. Ménaka qui est l'un des bastions traditionnels de la rébellion Touareg. Très rapidement, d'après nos informations sur place qui viennent justement de la mission de maintien de la paix de l'ONU ici, la MINUSPA, des combats violents et intenses se sont engagés. Combats qui ont entraîné la déroute des rebelles, déroute pour un temps du moins, puisqu'ils seraient encore dans les environs de cette ville de Ménaka et se préparent à des représailles sur ces milices gouvernement qui ont repris la ville. Nous avons repris Ménaka, clamait tout à l'heure au téléphone l'un des représentants de ces milices pro-gouvernement. Comme souvent lors des nombreuses violations du cessez-le-feu qui ont eu lieu depuis bientôt près d'un an, les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir déclenché les hostilités et ne donnent pas de bilan pour l'instant. C'est en tout cas une très mauvaise nouvelle pour le processus de paix qui est en cours entre le gouvernement malien et les rebelles, puisque ces dernières heures, justement, les chefs des rebelles avaient accepté de paraffer l'accord de paix qui a déjà été signé à Alger par le gouvernement malien et la médiation internationale. Et toujours au Mali, à Bamako, s'est tenue ce lundi une prière mortuaire organisée dans la grande mosquée en l'honneur des migrants tués en mer ces derniers jours. 76 ressortissants maliens sont morts lors du naufrage qui a coûté la vie à plusieurs centaines de personnes en Méditerranée. Ils avaient quitté leur village et ont longuement traversé le Mali, le Niger puis la Libye, à la merci des trafiquants et des passeurs avant d'embarquer pour l'Europe. Et on termine avec les images du salon du chocolat qui s'est tenu ce week-end à Alger. L'Algérie est le plus grand consommateur de chocolat dans le Maghreb, avec un marché de près de 150 millions d'euros.
Le but de ce salon était aussi de faire découvrir les saveurs chocolatées algériennes. Et c'est la fin de ce journal. On se quitte avec ces images de gourmandise. L'info continue sur France 24.